Paysans autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue évidemment. On est très heureux de vous retrouver sur Radio Territoria une nouvelle fois pour notre émission consacrée à l'agriculture au sens large, paysans autrement. C'est déjà la fin de cette semaine spéciale Salon de l'agriculture virtuelle que l'on vous a proposé, que nous avons vécu ensemble avec bonheur et avec nos partenaires également, CEMAE, l'interprofession des semences et des plants, et puis bien sûr les émotionneurs, sans qui il n'y aurait pas ce studio, sans qui je ne pourrais pas vous parler, vous ne pourriez pas m'entendre ni me voir non plus, donc on leur rend hommage pour cette dernière bien sûr. Dans cette émission, on va parler aujourd'hui du localisme alimentaire. Effet de mode, pas effet de mode. On va en parler, c'est le dossier du jour et c'est parti. Paysans autrement, le localisme alimentaire, effet de mode. Alors, la préférence locale en matière alimentaire est un des grands thèmes de ces derniers mois avec les confinements dus à la Covid-19, bien entendu. On veut manger des produits sains pour rester en bonne santé et combattre ardemment les virus et notamment évidemment la Covid-19. Manger des aliments produits près de chez soi, évidemment, ça veut dire aussi préserver l'environnement, c'est pas rien, bien entendu. Moins de transport par exemple, c'est absolument même essentiel, je dirais. Pour en parler, vous l'avez déjà entendu cette semaine, Pierre Marchessault est avec nous, chef étoilé devant l'Éternel. Il avait 2 étoiles, il les a pour toute la vie, ces 2 étoiles, Pierre. Si on veut, mais il y a quand même une règle qui veut que quand on a quitté ces établissements, on n'en fasse pas trop usage. Bon, bah oui, évidemment, ça change tout. Quand on a quitté les établissements, c'est plus la même chose. Mais c'est quand même une fierté, que vous pouvez avoir. Et... c'est vrai que deux macarons, c'est toujours une surprise. On s'y attend pas, on y croit, on n'y croit pas. Et quand ils arrivent, on est un peu étonné, surtout qu'on voit le monde affluer, quoi. Bah oui, bien sûr. Chroniqueur sur Radio Territoria, je le rappelle, on vous retrouve toutes les semaines. En visio, une autre toquée. Une chef toquée, mais alors elle est vraiment toquée, pour ceux qui la connaissent. Mais on l'adore, Babette de Rosière est avec nous. Bonjour Babette. Bonjour, la case de Babette, ça va très bien. Oui. Votre restaurant à Maule, dans les Yvelines, également conseillère régionale, qui promeut les bons produits des agriculteurs d'Île-de-France. Et Justement, Babette, on a choisi de mettre en avant aujourd'hui des producteurs d'Île-de-France. On parle de localisme. C'est vrai que la capitale, évidemment, avec ces millions d'habitants qu'il faut nourrir, toutes ces bouches qu'il faut nourrir, il y a un vrai travail à faire sur le sujet. Et je voudrais donc saluer Philippe Dufour, qui est éleveur de blondes d'Aquitaine en Seine-et-Marne. Bonjour Philippe Dufour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. 250 bêtes au total, mais on va en parler évidemment dans quelques secondes. Et Pierre Botte, qui est producteur maraîcher du côté de l'Essonne et qui sera notre portrait du jour. Pierre Botte, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors, Philippe Dufour, on veut tout savoir. On veut tout savoir sur vous et votre exploitation. Vous êtes où exactement en Seine-et-Marne? Racontez-nous d'abord. Écoutez, je vais tout vous dire. Je suis sur la commune d'Échouboulin, au sud de Melun, en Seine-et-Marne, donc sur l'exploitation d'élevage polyculture. Quand je dis élevage en premier, c'est parce que ma surface totale de mon exploitation est de 135 hectares, mais à majoritaire herbagère, avec effectivement à peu près 250 animaux. Mais quand on dit 250 animaux, c'est l'ensemble de cheptel allaitant, donc cheptel allaitant de race allaitante, qui comprend une centaine de mères. Et ensuite les veaux qui suivent les mères, et puis après le renouvellement qui est composé de génisses de 1 an et génisses de 2 ans. Ce qui fait un total effectivement d'effectifs à peu près de 230-250 animaux. Si vous deviez qualifier, Philippe, si vous deviez qualifier vos blondes d'Aquitaine, la qualité de cette viande, vous diriez quoi? C'est une race qui est reconnue pour ses qualités maternelles et qualités bouchères, mais je dirais comme toutes les races françaises, on a la chance d'avoir un capital énorme en France génétique, que ce soit de la charolaise, de la limousine, de la blonde, de la partenaise, de la salaire, de l'aubrac. Voilà, je vais pas toutes les citer, mais voilà, on a la chance d'avoir ce cheptel très riche en termes de qualité génétique
Chacune, effectivement, ont leurs caractéristiques. Moi, j'ai choisi la blonde il y a plus de 30 ans parce que c'était une race montante et qui était effectivement reconnue pour ses qualités bouchères. Alors racontez-nous un petit peu, d'abord sur la manière dont vous nourrissez vos bêtes, parce que c'est vrai que les Français qui nous regardent, et je le disais, qui ont envie de manger sain et de plus en plus sain, parce que cette maladie a été le déclencheur de pas mal de petites choses en termes de prise de conscience, en tout cas bien entendu. Vous les nourrissez avec quoi vos bêtes ? Déjà, juste un petit rappel, les vaches allaitantes, quelle que soit leur race, sont des herbivores, donc des ruminants herbivores. Donc moi, la principale alimentation de mes vaches, c'est l'herbe. L'herbe qui est consommée l'hiver, effectivement, de façon en foin ou en rubanage. Donc c'est de l'herbe qui a été récoltée au printemps dernier, que l'on stocke et que l'on distribue aux animaux l'hiver, parce que l'hiver, elles sont en stabulation à cause des conditions climatiques et du manque de pousses d'herbe. Et puis bientôt, là, d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, dès que le temps va s'améliorer, que la pousse d'herbe va arriver, elles vont aller dans les pâturages, dans différents parcs, par âge, par catégorie, et elles vont pâturer pendant 6 mois, 7 mois, pour les rentrer effectivement à l'automne suivant, au mois de novembre. Donc là Philippe, c'est de la prairie naturelle. Prairie naturelle, effectivement, qui est composée de graminées et de légumineuses. D'accord. Non, mais c'est important de le dire parce que parfois les éleveurs multiplient la manière de nourrir leurs bêtes avec différentes productions. Donc là, on est vraiment sur du naturel, quoi. Il n'y a pas de, souci par rapport à ça. Herbe, effectivement. Par contre, je complémente mes animaux suivant leurs besoins et suivant la qualité de l'herbe avec des céréales que je produis sur l'exploitation. Avec des céréales et des protéagineux qui sont des févroles, des protéines végétales produites sur la ferme, ou des pois protéagineux également produits sur la ferme qui permettent d'apporter une ration complémentaire en fonction de leurs besoins. Un exemple, une vache qui est juste avant de véler un besoin d'alimentation couvert par le fourrage ou par l'herbe, dès l'instant où elle a vélé, elle a un besoin de récupération et un besoin également de lactation pour nourrir son veau. Et là, on va la complémenter avec 2 ou 3 kilos de mélange céréales et protéagineux de la ferme parce qu'elle a un besoin énergétique et protéiné supérieur. Mais on connaît effectivement la traçabilité de nos produits parce qu'on les produit sur l'exploitation. Bah oui. Pierre Marchesson, vous avez une question, je crois. Oui, j'ai une question. Donc, vous avez une herbe de qualité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces agriculteurs, dont un que je connais en Normandie, qui fait de l'herbe biologique pour faire la cuisine? Qu'en pensez-vous? Après, je dirais que voilà, l'herbe peut être utilisée aussi pour faire de la cuisine. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec un chef cuisinier. On avait fait une cuisson de la carré de côte au foin. Voilà, bon, c'était un exemple. Après, je dirais qu'en fait, l'herbe est quand même l'alimentation principale des ruminants que sont les bovins. Et je dirais de la conduite, si elle est conduite de façon convenable, moi, tous les ans, j'y mets du fumier pour apporter en fait les besoins de la pousse de l'herbe. Donc il faut aussi la ressemer de temps en temps, la réenrichir un petit peu en certaines espèces comme des légumineuses ou autres, pour qu'en fait elle soit la plus équilibrée possible et qu'elle puisse satisfaire au mieux les besoins des bovins sur lesquels pour que les vaches puissent pâturer. Oui. Voilà. Philippe, alors racontez-nous, parce que le thème c'est le localisme alimentaire. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce un effet de mode ou bien est-ce que ça va s'inscrire véritablement dans la durée? Par rapport à cette question, quel est votre sentiment, vous d'abord? C'est un vrai questionnement sociétal et une vraie demande aujourd'hui des consommateurs. Effectivement, on le sent depuis plusieurs années. Le fait de consommer local permet de rassurer un petit peu parce qu'on connaît les produits, on connaît l'origine des produits et on peut très bien constater sur place comment ces animaux ou le produit qu'on consomme a été produit ou élevé. Donc c'est vraiment et nous, je pense qu'en tant que producteur, en tant qu'éleveur, on est tout à fait à l'écoute de ces questionnements sociétaux et on a toujours pratiqué des portes ouvertes. Personnellement, depuis plus de 25 ans, on pratique des portes ouvertes, on n'a jamais rien caché. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir un travail de confiance entre le producteur et le consommateur. C'est ce que vous sentez, Philippe, est-ce que vous sentez avec cette crise que l'on connaît depuis un an que justement
le localisme a pris une ampleur particulière. Il a pris effectivement une ampleur. On l'a constaté depuis effectivement cette crise Covid, mais bien avant également. On vit une diminution de la consommation de viande en volume, mais par contre, on va chercher une qualité supérieure. Et effectivement, cette localisation, le fait de se rassurer, de voir vraiment comment on l'a élevé, de connaître vraiment un petit peu les tenants et aboutissants, est quelque chose de très, très important pour le consommateur aujourd'hui. Oui, alors parce que vous, il faut quand même le dire et l'expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, vous élevez vos bêtes et vous vendez régulièrement la viande chez vous depuis la ferme. Tout à fait. On a eu une activité également de ferme auberge pendant 28 ans, qui malheureusement nous avons dû arrêter il y a à peu près 4 ans. Mais déjà, on consommait notre viande produite sur la ferme à l'auberge, à la ferme auberge. Mais par contre, j'ai toujours également cherché à commercialiser ma viande élevée sur l'exploitation en circuit court, alors ou à la ferme, mais surtout également avec des artisans bouchers. Et aujourd'hui, on le pratique encore. On pratique une vente à la ferme tous les 2 mois, où on vend un veau et une vache aux consommateurs directement en caissette. Et là, on provoque un petit peu un marché de producteurs où 10 collègues de différents produits viennent également sur l'exploitation pour recevoir le public, et ça se passe en une après-midi, à peu près tous les 2 mois. Mais par contre, la plus grosse partie de ma commercialisation des animaux, de mes vaches de réforme finies partant en boucherie, vont chez un artisan boucher, Monsieur Offradet, qui est le dernier artisan boucher de la ville de Nemours, avec qui je travaille depuis 2 ans, et qui apprécie la qualité de finition que je lui apporte en termes de carcasse. Vous vous rendez compte, vous avez dit quelque chose qui, évidemment, retient mon attention. Nemours, il n'y a plus qu'un artisan boucher. Et ça, c'est absolument hallucinant et dramatique, presque, j'ai envie de dire. Non, mais, Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que à un moment où on a envie de retrouver une véracité dans la cuisine, on a des exemples comme celui-ci. Et plus du tout de trépied nulle part. Oui, et des charcutiers, souvent difficiles à trouver également, etc. Non, mais c'est vrai. Un marasme, mais je pense que les pouvoirs publics ont quand même quelques responsabilités en n'aidant pas justement ces gens qui font un vrai métier, un beau métier, et c'est-à-dire qu'il faudrait donner envie dès le plus jeune âge et dès la formation, ce qui n'est peut-être pas le cas, déjà pour commencer. Mais non, ils veulent tous faire des émissions de télé et arriver avant d'avoir appris. Donc évidemment que c'est plus intéressant d'essayer de passer à la télévision que d'aller à l'école et d'apprendre un métier. Bon voilà, et pourtant il y a des efforts qui sont faits. Coup de gueule de Marchesso, et puis c'est tout, c'est comme ça. Les circuits courts, alors il faut quand même le dire, c'est 7% des achats alimentaires en France. Donc il y a encore une belle marge de progression, évidemment. Il faut se dire que voilà, il y a un travail à faire qui est quand même assez important à ce niveau-là. Et tiens, Philippe, j'ai encore une question. Le député La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui lui-même est agriculteur, que vous connaissez sans doute, dit que le localisme ne sauvera pas l'agriculture française. Est-ce qu'il a raison? Il ne fera pas? Il ne sauvera pas l'agriculture française. Il faut, à notre niveau, il faut vraiment qu'on fasse des efforts, effectivement, pour trouver ce... Alors, pour moi, il peut quand même y contribuer. Et je voudrais pas non plus limiter la commercialisation de la viande aux artisans bouchers. Je pense que, effectivement, on a aussi aujourd'hui une grande partie de la consommation de la viande qui est achetée, enfin, qui n'est pas consommée, mais achetée en GMS. Et je pense qu'il y a un effort également important des GMS aujourd'hui, qui le font peut-être aussi de façon commerciale, mais avec des rayons trad qui vraiment aussi jouent le jeu et viennent essaient d'acheter des carcasses proches de chez eux, parce que c'est quelquefois aussi le dernier endroit où on peut acheter de la viande dans certaines communes ou dans certains endroits. Et ils jouent le jeu également de ce localisme et ils le mettent également dans le prix, parce que l'objectif c'est qu'en fait on a un travail effectivement aujourd'hui le consommateur veut manger de l'environnement, veut manger du bien-être animal. Donc ça, c'est les éleveurs qui ont la maîtrise un petit peu de ce savoir-faire. Et il faut trouver après des personnes qui reconnaissent un petit peu ce savoir-faire. Alors il y a les artisans bouchers, mais il y a aussi toutes les familles de la viande. Et je pense également donc aux artisans, enfin aux GMS avec leur rayon trad, et puis également aussi la restauration collective, qui aujourd'hui est très demandeuse également de ce local et de cette qualité de viande.
Oui, et d'ailleurs, on le voit souvent dans les écoles, il y a des décisions qui sont prises pour que on mange local dans beaucoup de communes. Philippe, vous restez avec nous. On va donner la parole à Babette de Rosière. Je m'adresse à la conseillère régionale, Babette de Rosière. Vous soutenez les politiques agricoles au niveau régional, justement, et notamment sur ce localisme, vous intervenez politiquement, je veux dire. Oui, c'est très important. De toute façon, en Île-de-France, il y a énormément de producteurs, il y a énormément d'agriculteurs. Donc, je pense que la priorité, évidemment, c'est de faire vivre ces agriculteurs qui sont d'ailleurs très impactés par le coronavirus en ce moment. Donc, c'est une très bonne idée, je pense, de consommer local. Et j'incite justement, la région Île-de-France, nous incitons les Franciliens à consommer local. Parce qu'on a besoin justement de ces bons produits. Parce qu'en Île-de-France, il y a d'énormes produits. On trouve tout en Île-de-France. Et ces produits-là sont des produits qu'on peut toucher, qu'on peut palper. On peut aller se déplacer, aller dans les fermes et tout ça. Vivre avec un petit peu l'agriculteur, le producteur. C'est très intéressant d'être proche de ces produits et d'être proche aussi de l'endroit où on peut se fournir. Donc en Île-de-France, c'est important. Nous soutenons vraiment tous les agriculteurs et les producteurs franciliens parce que ce sont des gens qui font du bon boulot. Mais comment vous les soutenez concrètement? Vous leur faites leur promo? Vous faites quoi? Comment vous les soutenez concrètement? Vous faites leurs promos au niveau de la région? Vous faites quoi? Non seulement les promos, mais on les soutient aussi financièrement. Parce que Valérie peut-être a développé justement pour l'agriculture des lignes, des dispositifs pour permettre justement aux agriculteurs de vivre mieux. Parce que longtemps on a inconsidéré les agriculteurs, et pourtant sans les agriculteurs on n'a rien, on vit mal, les chefs ne peuvent pas travailler, on a besoin d'eux, la matière première c'est eux. Donc il faut d'abord les mettre en avant de mettre tout le reste. Parce que sans agriculteurs on fait quoi? On fait quoi? Oui. Babette de Rosière, dans votre restaurant à Maule, dans les Yvelines, est-ce que vous jouez vous-même justement cette carte du localisme? Racontez-nous concrètement. Absolument, je donne la priorité aux fermes qui sont autour de chez moi dans les Yvelines. Avant d'aller sur le marché, par exemple à Carrefour, etc., je préfère aller chez un fermier où je trouve ma bonne volaille, ma viande bovine, où je trouve des légumes, je trouve des fruits, on trouve tout. Comme je viens de dire en Île-de-France, autant aller là, on est sûr de ce que l'on mange, on mange sain, on a de très bons produits et je conseille vivement aux gens de consommer local, d'aller non loin de chez eux pour aller chercher leurs produits, de faire vivre leurs petits commerçants, leurs petits fermiers, c'est important. Je profite de votre présence parce que là, c'est un peu à la fois évidemment la chef, mais aussi la femme politique quelque part que je reçois aujourd'hui. Et la mairie de Paris consulte actuellement les agriculteurs de la région avec un objectif, fournir la capitale en aliments en ne dépassant plus les 250 km à la ronde. Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça? Ça me semble un peu compliqué, mais c'est faisable. Parce que quand on regarde l'Île-de-France, quand on voit Paris par rapport à Meaux, par exemple, ça paraît éloigné, mais en même temps, c'est tout près. Donc, je pense que si on ne dépasse pas 250 km, on est encore dans le sérail d'Île-de-France. Il faut rester en Île-de-France, je pense. Paris fait partie de l'Île-de-France. Il faut rester, il faut soutenir surtout nos agriculteurs de l'Île-de-France. Il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Puisqu'on a les meilleurs produits en Île-de-France. Et on ne peut pas dire qu'on a une pénurie de quelque chose, parce qu'on a tout. On a le fromage, je ne vais pas énumérer tout ce qu'on a. On trouve tout et on peut vivre exclusivement avec tous nos produits qu'on trouve. On fait même du chocolat en Île-de-France. Non, mais attendez, il n'y a pas des cacaotiers en Île-de-France. Mais en tout cas, on fabrique le chocolat en Île-de-France. On transforme le chocolat en Île-de-France. Je connais personnellement un chocolatier en Île-de-France qui fait de très bons chocolats. Il y a du miel. Il y a même du safran en Île-de-France. Est-ce que vous le savez? Le safran en Île-de-France, c'est dans les champs en Île-de-France. Il y a tout. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs? Je suis tout à fait d'accord pour qu'on laisse le soin aux Franciliens de consommer chez eux, en Île-de-France, avec les fermes à proximité, avec les producteurs, avec les petits commerçants à proximité. Je suis tout à fait d'accord. Plutôt que d'aller, souvent quand on va dans les supermarchés, qu'est-ce qu'on voit? C'est du n'importe quoi. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui achètent n'importe quoi. Non, mais chez le fermier, tu es sûr que tu as de bons produits. Tu es sûr que tu peux repartir chez toi avec un produit sain.
Et ça donne envie aussi de cuisiner quand on a un beau produit, n'est-ce pas? Et c'est vrai d'ailleurs que les tarifs sont pas forcément beaucoup plus élevés directement à la ferme que effectivement au supermarché. Hein. Merci Babette d'avoir été avec nous quelques minutes dans cette émission. Pierre Marchessault, vous pensez quoi de cette idée de la mairie de Paris de dire il faut qu'on arrive à produire pour alimenter la capitale en ne dépassant pas les 250 km parce que derrière évidemment il y a quoi? Il y a le transport, il y a la pollution, etc. C'est faisable ça? Quand on sait comment sont organisées les grosses sociétés, ils n'en ont rien à faire de ça. Tout simplement parce qu'ils ont des succursales bien ancrées dans Paris, qui sont déjà bien en place, et les produits viennent de toute la France. Et donc, à partir du moment où la facture sera faite au nom d'une société qui sera parisienne, comment ils vont aller contrôler tout ça? Non, mais il y aura peut-être des contrats pour les obliger à produire et à faire venir, en tout cas, des aliments proches de Paris. Ça part d'un bon sentiment. Je pense que ça sera très difficile à exécuter. Un peu de poudre aux yeux, quoi. Oui. C'est un peu ça, Oui. d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, on va poursuivre cette émission, bien sûr, Paysans Autrement, et c'est le moment du portrait du jour. Paysans Autrement, le portrait du jour. Et oui, le débat continue avec Pierre qui continue de me raconter ce qu'il pense évidemment de cette idée de faire venir les produits autour de Paris et de ne plus aller à des centaines de kilomètres. Oui. Je me demande comment c'est réalisable. Bon, on va en parler avec Pierre Botte. Pierre Botte est producteur maraîcher dans ce beau département de l'Essonne. Pierre Botte, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, producteur maraîcher raisonné, vous êtes sur quelle commune d'abord exactement? Racontez-nous. Alors, on est situé sur Saclay. La ferme est une ferme de céréales au début. On s'est diversifié dans le maraîchage il y a 11 ans maintenant. Beaucoup d'espèces chez vous? Oui, alors on compte plus vraiment, mais on doit être à peu près à 70 espèces, avec dans chacune différentes variétés. Donc, on doit être à peu près à 400 variétés cultivées sur l'exploitation. Donc, vous avez des fruits, des légumes. Racontez-nous un peu les détails. Là. Faites-nous rêver, faites-nous rêver. Donc c'est assez varié, fruits et légumes. Alors les fruits, ça va rester assez restreint par rapport aux conditions du climat de l'Île-de-France. Malgré les réchauffements climatiques, je vais pas faire tout de suite des bananes ou des ananas. Oui. Même les fruits à noyaux, plutôt réservés au sud de la France, pêche, nectarines, abricots, c'est très très compliqué chez nous d'en avoir. Par contre, on fait d'excellentes pommes, d'excellentes poires, des fraises d'exception, parce qu'elles sont cueillies mûres, pour pas, elles traversent pas toute l'Europe pour venir jusqu'au consommateur. Donc voilà, un peu de fruits rouges, et puis pommes et poires pour les fruits, les légumes, c'est beaucoup plus diversifié. Même si à cette époque-ci, sortie d'hiver, début de printemps, la gamme est assez restreinte. On est un peu dans la saison du il y en a plus et du il y en a pas encore. Alors, c'est bientôt justement les fraises, vous en parliez. Dans quelques jours, on aura les fraises d'Île-de-France à disposition. Les toutes premières devront arriver à partir du 10-15 avril pour les toutes premières. Et puis, la pleine saison arrive au courant mai pour la fraise, quoi. C'est du label rouge ou pas? Alors non, on n'est pas en label. Alors on pourrait remplir les critères du label rouge. En fait, les labels c'est quand même quelque chose de réservé plutôt sur des circuits longs pour des régions de production plus éloignées qui vont mettre un label de qualité sur ce qu'ils font pour garantir la qualité au consommateur. La vente directe c'est une autre démarche en fait. On est obligé en fait. C'est pas un critère de qualité d'être local. Hein. Faut pas se tromper là-dessus. C'est pas parce qu'on est local qu'on est bon, mais c'est comme on est local, on est obligé d'être bon. Puisqu'en fait, on s'adresse aux consommateurs autour de chez nous, et si on veut les garder sur la durée, faut qu'ils reviennent. Donc, on va pas les démarcher plus loin, on va les vendre un petit peu plus loin. Donc, on est obligé d'essayer d'avoir une qualité maximum pour pouvoir donner aux clients envie de revenir. Mais le label, typiquement, le label pour les fraises, c'est réservé au Lot-et-Garonne. Donc je remplis tout le cahier des charges, sauf que je suis pas dans le Lot-et-Garonne, je suis dans le... Ben voilà, il faut déménager, Pierre, il y a pas d'autre solution, hein, voilà. Vous voyez, Pierre Marchessault, on fait des bonnes fraises dans la région. Quel type de fraises Ah oui, c'est quoi? C'est des gariguettes ou autre chose? Je pense pas. Gariguettes,
je fais pas gariguette. Moi, j'arrive pas à faire une bonne gariguette qui me plaise. J'ai pas le résultat qui me plaît. Ma fraise préférée, c'est la sifflerette. C'est une fraise très fondante, alors qu'on ne trouve pas forcément beaucoup. Il y a quelques producteurs qui la font aussi dans le Lot-et-Garonne, qui la connaissent bien. Mais c'est une fraise très fondante qui va très mal voyager. Donc, par contre, elle a un goût. Moi, je trouve qu'elle a un goût qui tire vers la pêche, la nectarine, un petit peu assez doux, assez fondant. Donc, c'est vraiment ma fraise préférée, moi. Bon, donc on peut en faire de la bonne confiture, par exemple, si elle est fondante. Non, mais c'est vrai. C'est une excellente fraise à déguster. C'est vrai. Ah oui, oui, elle a un très bon goût. Par moment, même, elles ont un peu le goût il y a certaines qui ont un peu le goût de fraise des bois, je trouve. Ah oui. Voilà. Et alors, sans être marqué fraise des bois, mais on retrouve justement ce goût un peu sauvage, tout en étant de. Alors moi, je vais vous dire, Pierre Marchessault, pour la fraise, je suis plutôt tarte. Oui. Alors moi j'aime bien une bonne fraise. Vous savez faire la tarte à la fraise quand même. J'en ai fait une bonne recette rapide là, de tarte à la fraise. On peut partir sur une tarte toute simple avec une crème un peu serrée sur laquelle on va poser les fraises fraîches. Oui. Fraîches. Et puis pour les gourmands, on peut rajouter un peu de chantilly, voilà. Bon, ça va. Mais une crème serrée, je vois pas ce que c'est en fait, une crème serrée. C'est un peu une type flan, un peu. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Bon, alors pour revenir à ce sujet, aujourd'hui, le localisme alimentaire, Pierre Botte, est-ce que ce localisme alimentaire, vous avez vu une poussée en quelque sorte depuis le début de la pandémie et des confinements ? Alors, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui dure depuis quelques années. Alors, nous, on est arrivé peut-être en cours de route, où au moment où ça démarrait, j'ai que 10 années de recul, donc je vais rester très humble par rapport à mes connaissances sur le sujet, mais voilà, cette tendance de fond de localisme, elle existe depuis quelques années. Alors, la pandémie, est-ce que ça a été un catalyseur? En fait, c'est pas forcément évident en termes de fréquentation. Peut-être plus en termes de volume, parce qu'en fait, ces clients qui venaient déjà dans les exploitations chercher, au lieu de faire quelques repas par jour dans la semaine, vu qu'ils sont en télétravail, qu'ils sont pas forcément au travail tout le temps et à manger à l'extérieur dans les restaurants, ils vont plus consommer en local. Et nous, on a une augmentation plus du volume par client que du nombre de clients. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les clients justement? Parce que bon, il y a un moment où avec la vaccination, on va sortir de cette pandémie. Enfin, je touche du bois, voilà, mais c'est ça qui va se passer. Donc concrètement, est-ce qu'ils vous disent déjà, on continuera de venir vous voir, ou bien il y a un doute? Je pense qu'on en a beaucoup qui étaient déjà là il y a 7-8 ans, donc ceux-là ils continueront à venir, je pense. On a certes des nouvelles personnes qui nous ont découvertes. Donc je pense que ça s'inscrira quand même sur la durée, comme ça l'est depuis quelques années. Mais ça va peut-être accélérer un petit peu les choses. Mais c'est pas. Puis dans le commerce, rien n'est acquis, quoi. C'est pas. Non, mais vous avez des craintes. Vous avez des craintes pour les semaines, les mois qui viennent, suivant comment la situation évolue, que des gens ne viennent plus, au moins. Alors non, pas des craintes, mais il faut toujours rester vigilant, rien n'est acquis. On peut avoir 2 étoiles et les perdre. Hein. Oui, il les a pas perdues, il a juste pris sa retraite. Alors, oui, mais elles sont pas acquises, elles sont pas perdues, j'ai bien compris, mais elles sont jamais acquises. Hein. Vous savez, vu comme vous en parlez, vous les avez les 2 étoiles parce que c'est vraiment d'une très très bonne qualité que vous faites, et moi je suis fier de rencontrer des gens qui se battent pour servir les gens et leur apporter cette qualité. Parce que il faut pas oublier quand même que c'est la terre qui a conçu les hommes, et que tout ça c'est le sang de la terre qui nous nourrit. Et la terre sait ce que l'homme a besoin puisqu'elle nous a fabriqués. Et quand des gens comme monsieur sortent une qualité vraiment naturelle qui permet aux gens d'apprécier et de se bien nourrir, ce qui manque à beaucoup de gens, eh bien, c'est tout à son honneur. Et moi, si je pouvais me battre pour eux, je le ferais, parce qu'ils ont besoin d'être... Parlez dans le micro, Pieux. Oui. Oui. Ils ont besoin d'être défendus, aidés, et c'est peut-être nous, les restaurateurs, qui pouvons aussi proposer, quand
on le pourra, leurs produits, parce que on doit... on espère effectivement, enfin je pense que c'est le cas, un maximum de restaurateurs, une majorité de restaurateurs en France fait travailler effectivement les producteurs locaux, déjà, ou font travailler les producteurs locaux. Et puis il y a ceux qui aujourd'hui nous servent des sachets tout prêts. Ça, c'est pas très bien quand même. Ça dépend si vous rentrez dans les producteurs locaux, métro. Oui, bon, d'accord. Non, c'est une plaisanterie. Oui. Mais non, justement, c'est tellement plus facile d'aller acheter un métro ou d'acheter dans les endroits où on ne sait même pas d'où vient la cave. Dites-moi rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mon cher Marchesso. Vous avez un site internet où vous vendez des produits locaux, justement. Oui, justement, oui, que ça. Ça s'appelle comment ? Que des produits. Non, mais ça s'appelle comment le site ? TheChef.com. TheChef.com, les amis. Et il y a quoi comme produit, par exemple ? On a des produits locaux, on a des viandes locales, de charcuterie, on a du poisson de rivière, on a des conserves aussi, mais de grande qualité, et des viandes, charcuterie, je l'ai dit. Donc des petits producteurs un peu partout en France. On a une centaine de produits, et comme le site est divisé par département français, on aide les agriculteurs, les éleveurs, qui le souhaitent, de venir sur nos pages par département. Merci beaucoup Pierre Marchesso d'avoir été là une nouvelle fois à mes côtés pour cette émission Paysans Autrement. C'était une semaine spéciale, vous le savez, salon de l'agriculture virtuelle. On a donné la parole à tous les producteurs depuis le début de la semaine et on remercie évidemment ceux qui étaient là aujourd'hui, Philippe Dufour et Pierre Botte. Bien entendu, on se retrouve très très vite. Paysans Autrement, l'émission de l'agriculture au sens large, c'est sur Territoria. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Paysans Autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.